Dossier numéro 2, douleur de l'épaule chez un fumeur. Alors, monsieur X, âgé de 65 ans, vous êtes adressé pour découverte d'une opacité pulmonaire apicale droite à la radio thoracique. Donc ça sent le cancer du poumon. Ce patient est ancien ouvrier sur les chantiers navals, donc il faut penser exposition à l'amiante, et présente comme antécédent un tabagisme à 100 paquets années non sevré, donc vous gardez en tête qu'il va falloir qu'il arrête de fumer. Une hypertension artérielle traitée par des bêta-bloquants, une lombarthrose traitée occasionnellement par anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ça, il faut voir si ça ne va pas être contre-indiqué avec d'autres médicaments, les AINS. Donc il se plaint depuis un mois d'une douleur de l'épaule droite, irradiant à la face interne du bras et de l'avant-bras jusqu'aux 2 derniers doigts de la main. Donc ça évoque une névralgie cervico-brachiale C8D1, donc ça c'est dans les territoires du 4e et du 5e doigt. Devant l'existence d'une asthénie associée, donc il y a une altération de l'état général, son médecin généraliste a fait pratiquer une prise de sang qui retrouve grosso modo une anémie qui a l'air microcytaire, les globules blancs sont normaux, il y a une hyponatrémie, la kaliémie est normale, il y a une hypercalcémie, le bilan rénal est normal, les protides sont normales aussi, un petit syndrome inflammatoire avec une CRP à 34, un fer sérique qui est bas et une ferritine qui est augmentée, une glycémie qui est normale et une osmolarité urinaire qui est très augmentée. La radiographie du rachis cervical montre une cervicarthrose. Et la radiographie thoracique retrouve donc l'opacité de l'apex, avec destruction de l'arc postérieur des premières côtes et érosion du corps vertébral. Donc la première question, c'est, vous suspectez un syndrome de Pankos-Tobias. Que recherchez-vous à l'examen physique pour confirmer cette hypothèse? Donc le syndrome de Pankos-Tobias, c'est 2 choses. La première chose, c'est une névralgie dans le territoire C8D1, c'est-à-dire des troubles de la sensibilité le long du bras et qui se prolongent au niveau des 2 derniers doigts de la main. Donc là, vous allez chercher une névralgie à droite. Vous allez chercher aussi du côté homolatéral à la lésion un syndrome de Claude-Bernard-Horner. Donc il faut regarder les patients dans les yeux et vous allez voir qu'il y a dans le syndrome de Claude-Bernard une énophthalmie, c'est-à-dire un petit œil, un myosis et un ptosis. Comment explique-t-on le syndrome de Claude-Bernard-Horner dans le syndrome de Pankos-Tobias? Alors en fait, le Claude-Bernard-Horner, c'est que sur le trajet du sympathique qui va à l'œil, il y a quelque chose qui lèse le nerf. Donc ça peut être abîmé à plusieurs niveaux. Et en l'occurrence, dans le syndrome de Pankos-Tobias, c'est les racines sympathiques qui sont comprimées juste à côté de la sortie de la moelle, donc au niveau de C8 et de D1. Question numéro 2. Le diagnostic de cancer pulmonaire apical droit est votre hypothèse principale. Complétez l'examen clinique. Donc l'examen clinique, c'est toujours la même chose, c'est l'interrogatoire et l'examen physique. Donc à l'interrogatoire, déjà vous allez essayer de préciser le tabagisme, ça on le connaît déjà. Vous allez demander au patient s'il a une notion d'avoir été exposé à l'amiante ou non. Vous allez rechercher donc une altération de l'état général et vous allez rechercher des symptômes qui vous feraient évoquer des lésions secondaires, donc notamment des métastases. Alors vous lui demandez si il a des céphalées, s'il a des troubles neurologiques, s'il a des douleurs abdominales, s'il a des douleurs osseuses. Ça, c'est pour l'interrogatoire. Ensuite, à l'examen physique, vous allez rechercher des signes de compression donc locale et des signes d'extension à distance. Donc, vous l'auscultez, bien sûr. Localement, vous regardez s'il n'y a pas un syndrome cave supérieur. Et puis, les signes d'extension à distance, c'est la palpation des aires ganglionnaires pour rechercher des adénopathies métastatiques, la palpation du foie pour rechercher un foie métastatique, regarder l'examen neurologique précis pour voir s'il y a un signe de localisation en faveur de métastases cérébrales. Et dans ce contexte particulier, vous avez vu initialement que le patient il est en hypercalcémie et en hyponatrémie, donc il faut rechercher une confusion, et avec l'hypercalcémie, il faut rechercher des signes de déshydratation. Question suivante, que pensez-vous de la calcémie ? Quelles sont vos hypothèses et quel examen paraclinique aurait dû être réalisé en urgence? Quelle prise en charge proposez-vous? Donc, vous constatez qu'il y a effectivement une hypercalcémie. Votre réflexe, c'est de calculer la calcémie corrigée à l'aide de l'albumine. Vous voyez que la calcémie corrigée, elle reste élevée, donc il s'agit d'une hypercalcémie vraie. L'examen qu'il faut réaliser en urgence, c'est l'électrocardiogramme à la recherche de signes d'hypercalcémie. Donc ça c'est un signe de gravité s'il y a des anomalies à l'ECG.
Et le traitement à réaliser en urgence, en premier lieu, c'est l'hydratation du patient. En général, ça permet de diminuer rapidement la calcémie. Et les biphosphonates, parce que ça va faire fixer le calcium directement sur les os et ça fait chuter la calcémie. L'autre hypothèse que je n'ai pas évoquée pour expliquer cette hypercalcémie, donc en dehors des métastases osseuses, c'est un syndrome paranéoplasique avec une sécrétion de ce qu'on appelle RPPTH par les lésions tumorales. C'est une sécrétion d'analogue de l'hormone parathyroïdienne et ça entraîne des hypercalcémies. Donc ce sont les deux hypothèses dans cette situation. La question suivante, donc après réhydratation, que vous avez réhydraté votre patient pour l'hypercalcémie, la natrémie reste inchangée. Qu'en pensez-vous et quelle est votre hypothèse principale? Donc là, il s'agit d'une hyponatrémie avec un patient qui, semble-t-il, a un secteur extracellulaire qui est normal, qui a une osmolarité plasmatique qui est normale et qui a une osmolarité urinaire qui est très augmentée. Donc ça, ce sont des éléments en faveur d'un SIADH. C'est une sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques. Et c'est la principale cause d'hyponatrémie chez le patient qui a un cancer pulmonaire. Comment calcule-t-on l'osmolarité plasmatique et quelles sont les normes? Alors l'osmolarité plasmatique, il y a plusieurs formules. L'une des formules les plus utilisées, c'est natrémie plus kaliémie x 2, plus glycémie plus urée. Donc si vous faites ça dans le cas clinique, vous avez une osmolarité plasmatique qui est de 279 millimoles, alors que la norme, c'est autour de 310. Donc là, vous avez vraiment un patient qui est en hypoosmolarité. Question 5. Quels autres examens complémentaires prévoyez-vous? Donc vous êtes devant un patient qui, a priori, a un cancer de l'apex droit avec un syndrome de Pankos-Tobias. Donc il faut faire un bilan diagnostique. Donc vous faites bien sûr un scanner thoracique avec injection pour pouvoir visualiser l'adénopathie et faire le staging ganglionnaire. Vous faites une fibroscopie bronchique pour aller faire des biopsies bronchiques et avoir l'anapathe. Si la fibroscopie bronchique est non contributive, on pourra faire une ponction sous scanner. Ça, c'est pour le bilan diagnostique. Comme c'est un Pankos-Tobias, on aime bien avoir des IRM pulmonaires parce que ça permet de mieux explorer l'apex pulmonaire et en particulier la relation de la tumeur avec les structures neurologiques, vertébrales, médulaires et la racine des nerfs. Et enfin, vous faites un bilan d'extension. Comme dans tout cancer, donc une imagerie cérébrale, une IRM plutôt, un scanner si l'IRM n'est pas disponible, une imagerie abdominale, donc classiquement un scanner abdominal centré sur les surrénales parce que les surrénales c'est une localisation classique des métastases du cancer du poumon. Si c'est pas obligatoire de faire un TEP scanner dans cette situation, puisque le TEP scanner, c'est un examen qui est coûteux, qui est difficile à obtenir, et en général, on le réserve aux patients qui sont opérables pour être sûr qu'on passe pas à côté d'une petite lésion métastatique qui n'aurait pas été vue au scanner thoraco-abdo-pelve. Donc, le TEP scanner, il est nécessaire quand on pense que le patient est opérable. Il est facultatif si on pense que le patient n'est pas opérable. Et donc, en l'occurrence, le Pankos-Tobias, en général, on peut pas les opérer. Donc, dans ce cas-là, c'est pas obligé de faire un TEP. Si vous ne faites pas de TEP et que le patient a des douleurs osseuses ou une hypercalcémie dans cette situation, il faut faire une scintigraphie osseuse pour voir s'il n'y a pas des lésions secondaires osseuses. Et puis, il faut faire bien sûr, puisque le patient a une hypercalcémie, un dosage de la RPPTH pour savoir si c'est un syndrome paranéoplasique. Et enfin, donc comme dans tout bilan de cancer, on fait un bilan préthérapeutique pour savoir si le patient sera en mesure de recevoir une chimiothérapie, donc un bilan biologique complet et éventuellement des EFR si on envisage de faire une radiothérapie. Question numéro 6. Votre patient souhaite être indemnisé car il pense que son cancer est dû à une exposition à l'amiante sur les chantiers navals. Que lui dites-vous et que faites-vous? Alors, il a raison, l'amiante c'est un facteur de risque de cancer. Ceci dit, il a fumé 100 paquets à nez et ça aussi c'est un gros facteur de risque de cancer. Et on sait notamment que le tabac et l'amiante, ça se potentialise. Et les patients qui fument et qui ont été exposés à l'amiante, ils ont un risque multiplié par 40 de cancer du poumon. Donc, il peut effectivement être reconnu en maladie professionnelle, donc il faut faire une déclaration en maladie professionnelle. Et il faut aussi faire une déclaration au FIVA, qui est le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et en général qui verse des belles sommes aux patients qui ont été exposés et qui sont malades des suites de cette exposition.